Merci Vicky. On s'assoit ? Non, on va rester debout. Ah, voilà. Non, on va rester debout, hein, parce qu'on va faire une petite promenade, ça vous dit ? Allez, c'est parti. Alors, on y va, on s'avance un petit peu. Et on emmène toute la salle. Et on peut allumer la salle ? Ouais, voilà. En fait, c'est le moment où, en tant qu'intervenant, on doit se battre à armes inégales avec la coupe de champagne et les petits fours. Donc c'est peut-être le moment de se parler en face à face. Alors moi, je me disais, j'étais au fond, hein, je regardais les brillants intervenants tout à l'heure, je me disais, ça fait quand même 2 ans qu'on est coincé derrière des écrans. Et ben là, je regardais l'écran. Ils étaient en face de moi pourtant, hein, mais je regardais l'écran. Je ne sais pas si vous avez fait pareil. En fait, on regarde l'écran. Alors je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa qu'on se parle en face à face, et j'ai proposé du coup, si vous en êtes d'accord. Eh bien, c'est une très bonne idée. C'est encore plus impactant en termes de communication d'être debout. Donc, c'est parfait. Alors, avant de répondre aux questions liées aux préoccupations du public, vous souhaitiez absolument parler de l'écologie personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie Alors, effectivement, exactement. En entendant mes brillants confrères, Yannick, Philippe, parler évidemment d'écologie, tout le monde connaît l'écologie, on en parle de plus en plus, c'est absolument le thème central. Mais l'écologie personnelle, c'est quelque chose d'un peu différent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'écologie personnelle ? Non, je vois des petites têtes qui font non, hein, donc je subodore que ça veut dire que personne ne connaît le terme. Alors, je vais peut-être l'aborder différemment. Lesquels d'entre vous, quand vous vous brossez les dents, coupent le robinet d'eau pour éviter que l'eau ne se gaspille pour rien ? Tout le monde ne le fait pas, si, quand même, hein, voilà. Bon. Je vois que la majorité le fait, très bien, voilà, super. Et alors, vous le faites pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient c'est pas Versailles ici, attention, ça coûte cher. Ça coûte cher, on n'est pas Crésus. Est-ce que c'est pour des raisons économiques que vous le faites ? Non. On le fait parce que... Parce que quoi ? Pour éviter le gaspillage. Bah oui, parce qu'on sait que l'eau, c'est une denrée qui est rare. Eh bien, je pense que dans nos journées de travail, il y a plein de moments où nous laissons couler abondamment le robinet de notre énergie comme si c'était un puits sans fond. Et l'écologie personnelle, c'est prendre conscience que nos ressources sont comme celles de la planète, elles ne sont pas inépuisables. Les super-héros, ça existe qu'au cinéma ou dans les BD. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et beaucoup pensent que, en réalité, on a des ressources inépuisables et qu'on peut puiser jusqu'au moment, et vous l'avez peut-être connu pour certains d'entre vous, ou vous avez peut-être parmi vos équipes des gens qui ont connu ça, où on se retrouve au bord du précipice et on fait un burn-out. Donc l'écologie personnelle, c'est comment je peux m'économiser davantage, comment je peux me ressourcer régulièrement. Il y a quelque chose qui me sidère, moi. La France est quand même le pays au monde où on a le plus de jours de congé. Au monde. Et pourtant, on est un des pays où le niveau de stress est le plus élevé dans l'entreprise. Un truc bizarre, non ? On a quand même vachement de temps pour récupérer, et malgré tout, on n'est plus stressé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font les Australiens à partir de 17h30 ? Barbecue à la plage. Barbecue à la plage, surf, sport, chorale. Qu'est-ce qu'ils font les pays nordiques à partir de 17h30 ? Ils sont au sauna, ils sont au pub, voilà. On a un problème en France, c'est un problème de récupération. En réalité, on se trompe. Comment on fonctionne ? On va travailler pendant 6 à 8 semaines comme des dingues, et puis au bout d'un moment, les gens vont dire « Oh, j'en peux plus, il faut que je pose une semaine de vacances. » Donc, en fait, ils posent leur semaine de vacances, ils sont tellement épuisés qu'il leur faut 3 jours pour déconnecter, une demi-journée pour aller sur le lieu de vacances, une demi-journée pour revenir. En fait, ils en profitent un jour, et puis le dernier jour, ils commencent à repenser au boulot, il y a tous les mails à traiter. Est-ce que c'est vraiment une récupération qui est efficace ? Et il y a cet enjeu de prendre conscience que la récupération, c'est un enjeu de tous les jours. Et sans doute que nous avons, nous, un enjeu à être beaucoup plus attentifs à des vrais moments de récupération. Pour certains d'entre vous qui font du sport ou qui en ont fait dans leur jeunesse à un haut niveau, il y a le programme d'entraînement et il y a un programme de récupération obligatoire. Et c'est pas le gars qui se sera entraîné le plus qui va faire la meilleure performance. D'ailleurs, souvent, il se fait un claquage quelques semaines avant, ou alors le jour de la compète, il est totalement mort. C'est la capacité à alterner des vrais temps d'implication et d'entraînement avec des temps de récupération. Et globalement, c'est ça l'idée d'écologie personnelle, prendre conscience que nos ressources ne sont pas inépuisables. On a bien compris ce terme pour commencer. Une première question maintenant pour vous. Comment les entreprises peuvent-elles motiver les salariés à rester travailler chez eux ? Alors ça, c'est la grande question que vous vous posez, et notamment les nouvelles générations qui arrivent, les millennials, comment on arrive à les motiver. Philippe le disait tout à l'heure, ils n'ont pas envie d'aller dans les grands groupes. C'était Yannick, je crois, qui l'a dit. Et ils ont raison, 55%, moi je travaille beaucoup avec L'Oréal, 55% des jeunes qu'ils recrutent ont quitté l'entreprise avant la fin de la 3e année. Et encore, ils ont du mal à recruter ceux qu'ils veulent.
Alors, il faut reprendre en réalité un peu la genèse de tout ça. Cette génération qui arrive, la génération millennials, comme on les appelle, les Y, les Z, les alphas qui vont arriver à partir qui sont nés en 2010, etc. C'est une génération qui est la génération de la première fois. D'abord, c'est la première génération numérique. Et Michel Serres disait que la révolution numérique, c'est la troisième révolution anthropologique la plus importante au monde. La première, c'était l'invention de l'écriture, donc quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc il y avait le savoir en fait se transmettait de bouche en bouche, et le savoir est sorti de son support qui était le corps pour aller sur le papier. Super, très bien. Et ça a modifié totalement nos rapports entre nous. Ça a inventé la monnaie, ça a inventé les textes de loi, ça a inventé les textes des grands prophètes, etc. La deuxième révolution, c'est le XVIe siècle, c'est l'invention de l'imprimerie, où là, le savoir qui était contenu dans quelques grandes bibliothèques à Rome ou à Alexandrie, il va être diffusé. Et donc, il y avait, d'ailleurs c'est pour ça que Michel de Montaigne disait « Je préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine, puisque j'ai plus besoin d'apprendre les choses, il suffit que j'aille à la bibliothèque pour le savoir. » Et la révolution numérique, c'est que le savoir, il est dans ma poche. Non, je crois que j'ai laissé mon téléphone... Ah, mais il est là, voilà. En fait, c'est une génération omnisciente. Ils ont le savoir là-dedans. Ils peuvent, en quelques clics, faire tomber un gouvernement. Un président ou un futur président, il n'y a que se souvenir il y a quelques années, en quelques clics, voilà, on apprend des choses sur lui, et puis ça y est, hop, il ne peut plus se présenter. Donc, il y a un pouvoir énorme. Donc, deuxième chose, c'est une génération qui est omnisciente. La troisième chose, c'est une génération qui est complètement plate. Pour eux, il n'y a pas de frontières. Donc, ils peuvent très bien partir dans un autre pays travailler. Il y a moins de différence aujourd'hui entre une génération Y en France et au Japon qu'une génération Y en France et un baby-boomer français de 57 ans. Et la quatrième chose, c'est que c'est une... C'est moi? Non, c'est qui? Dénoncez-vous. Qui n'a pas coupé son téléphone? Très bien. Donc voilà, donc on voit bien à quel point ces objets connectés envahissent notre sphère, à des moments où on ne l'a pas prévu. Donc c'est une génération qui est connectée en permanence, c'est une génération qui voit le monde sans frontières, et c'est une génération aussi qui considère que la parité, c'est quelque chose de normal. Pour eux, c'est pas normal qu'une femme soit pas traitée comme un homme. D'ailleurs, ils gomment de plus en plus la frontière entre l'homme et la femme. On est Yel maintenant. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment une génération qui est totalement différente. C'est pas une génération, et c'est là que c'est intéressant, c'est pas une génération qui veut changer le monde. C'est une génération qui arrive à un moment où ils ont un monde à réinventer. Parce que toutes les institutions dans lesquelles ils sont, ou en tout cas les institutions qu'on leur propose, ont été inventées avant la révolution numérique. L'entreprise, c'est avant la révolution numérique. Et donc, quand ils arrivent dans l'entreprise, avec cette idée d'être hyper connectés, hyper ouverts, totalement à plat, pas vertical mais horizontaux, etc., ils se cognent à des règles, à des process, parce que l'entreprise est très processisée, qui ne fonctionnent pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils se barrent. Ils vont rejoindre des entreprises plus petites qui ont du sens, qui œuvrent pour la planète. Et donc, l'enjeu principal pour les entreprises dites traditionnelles, c'est d'arriver à recruter ces jeunes-là, parce que vous avez besoin de renouveler votre cheptel et vous avez besoin de récupérer les bons. Et donc là, on va parler de la motivation. Il y a deux formes de motivation. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est ma génération. On te promettait quand tu arrives, c'est la carotte et le bâton. Donc si tu travailles bien, tu auras une prime, tu vas avoir un salaire plus important, tu vas avoir un statut plus important. C'est le rapport qu'on a à la hiérarchie, c'est le rapport qu'on a à l'autorité, etc., etc. Vous parlez de ça à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants dans le même âge que moi, ils vous regardent en disant « Mais de quoi tu me parles ?» Quand le manager va voir le jeune en disant « Tiens, il faut qu'il fasse ça. Pourquoi ?»« Parce que je suis le chef. »« Oui, mais pourquoi ?»« Il y a des barrettes. T'as pas vu les barrettes ?»« Oui, non, mais pourquoi je le fais ? Ça ne marche pas. » Ce qui va fonctionner, c'est la motivation intrinsèque. C'est quoi la motivation intrinsèque? C'est le plaisir à faire ce que je fais. C'est le fait d'apprendre des choses nouvelles. C'est le fait de grandir. C'est le fait de donner du sens à ma vie. C'est le fait d'avoir des interactions stimulantes autour de moi. Et c'est là qu'on doit trouver les moyens de créer cette motivation intrinsèque pour garder ces générations et pour les attirer.
Alors évidemment, on va aborder le thème du télétravail, bien évidemment, qui fait partie de ces choses-là, de ces enjeux-là, même si le télétravail, on le voit bien... On en viendra un petit peu plus tard. Il y a toute une partie... peut avoir un impact sur la motivation, et on en parlera tout à l'heure. Oui, exactement. On va consacrer même beaucoup de temps. Moi, je suis pour que les femmes prennent l'autorité. Pas du tout. Une autre question, avant de passer au télétravail, c'est promis. Très concrète, est-ce que l'aide psychologique qui est mise en place dans les entreprises, notamment suite à la crise sanitaire, a vraiment un impact ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que certains l'ont fait ici ? Est-ce que vous avez mis une ligne d'appel Oui, non, ouais. Est-ce que les gens ont beaucoup appelé ? Vous avez regardé les taux ? Alors, c'est très compliqué parce qu'en réalité, appeler quelqu'un que j'ai jamais rencontré pour lui dire que ça va pas très bien, c'est pas évident. Moi, ce que j'ai constaté, bien sûr qu'il faut que l'entreprise ait l'obligation, c'est de préserver la santé physique, mentale et le bien-être de ses collaborateurs, c'est dans la loi. Donc à ce titre-là, elle doit mettre en place des plans de prévention et elle doit aider les collaborateurs évidemment à se sentir bien. On définira le bien-être tout à l'heure. Mais je pense qu'une ligne téléphonique avec quelqu'un que je ne connais pas, que je pourrais potentiellement appeler, ça va représenter 3%. Alors c'est déjà pas mal, de gens qui vont pas bien, qui vont appeler. Ce qui marche mieux, c'est quand en réalité on a fait par exemple de la sensibilisation autour de l'écologie personnelle, autour du bien-être, autour de la qualité de vie, et que la personne qui fait cet exercice-là donne son numéro de téléphone en disant « Si vous avez des problèmes, appelez-moi ». Et le fait d'avoir rencontré cette personne, d'avoir mis un visage, on a envie de parler d'humain à humain. Et donc, j'ai envie d'aller lui parler, cette personne, parce que je la connais déjà, un tout petit peu. C'est très difficile de parler de soi, et notamment de ses difficultés, face à un inconnu au téléphone, sans voir en plus la réaction de la personne qui est en face. C'est ce qui nous a manqué aussi dans une interaction en télétravail, c'est de parler derrière un écran. Parfois, les gens ne mettent pas d'ailleurs la caméra, donc on parle à un écran gris, et en plus, on voit que des hommes troncs ou des femmes troncs. Donc on voit pas le corps en entier. Or, le corps parle. Pourquoi on se met debout là ? C'est parce que dans la manière de s'exprimer, la manière de parler, la manière de bouger, on va transmettre une partie de notre communication. Donc c'est vrai que c'est difficile de parler à quelqu'un par téléphone, et je pense qu'il vaut mieux créer un contact direct et du coup faciliter cette rencontre à travers ce contact. On ouvre la séquence sur le télétravail ? Soyons fous. Donc suite aux crises successives, comment gérer au mieux le télétravail afin justement de donner la même motivation aux travailleurs qui se retrouvent isolés ? Alors, déjà, le télétravail, aujourd'hui, on a un petit peu de recul. On voit un petit peu les effets que ça peut avoir. Je ne parle pas du télétravail imposé par les différents confinements dans un contexte de crise sanitaire. Je parle du télétravail dans un contexte où la crise sanitaire s'éloigne et où on choisit de se mettre en télétravail. Il y a évidemment 3 bénéfices qui sont immédiatement nommés par l'ensemble des gens qui font du télétravail. Le premier, c'est que je perds moins de temps dans les transports. Donc, je suis moins fatigué. Alors, je parle surtout dans les grandes villes, les transports en commun. Le deuxième, c'est que je suis moins interrompu, donc je peux me concentrer, donc je suis plus efficace, plus performant. C'est relatif, on verra si la performance est simplement de pouvoir travailler sur les dossiers. Il y a peut-être d'autres performances. Et puis, le troisième avantage du télétravail, c'est la capacité à pouvoir avoir de la souplesse dans mon organisation et normalement avoir un meilleur équilibre de vie. OK. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'on va priver les gens de quelque chose d'important, qui est la relation à l'autre. Quand on est en télétravail, on a moins de soutien social. Alors, le soutien social, c'est quoi ? C'est la capacité à m'appuyer sur les autres quand je suis en difficulté. Il y a 4 formes de soutien qu'on peut apporter aux gens. Il y a le soutien informatif, c'est donner régulièrement de l'information. Et quand on est en télétravail, l'information, elle ne tombe pas du ciel. Vous voyez, quand on est dans l'entreprise, au détour d'un couloir, je tombe sur Vicky, on échange 2 secondes, hop, je chope une information que je n'aurais pas eue si je ne l'avais pas croisée. Le hasard est notre meilleur allié dans l'entreprise, puisqu'il nous met en rapport les uns avec les autres à des moments où on ne s'y attend pas. Donc, on perd de l'information. Deuxième forme de soutien, c'est le soutien émotionnel, c'est l'écoute. Je sors de réunion, ça s'est mal passé, une réunion que j'ai fait via Teams. Normalement, quand je la fais en présentiel, je sors, je retourne à mon poste de travail, je tombe sur un collègue et je débriefe avec lui. Je lui raconte, c'était dur et tout, et puis ça me fait du bien de parler. Là, je coupe mon Teams, j'appuie sur quitter, je vais débriefer avec mon canapé. Super, ça va vachement m'aider. Donc et là, je perds ce soutien hyper important. En plus, dans un monde qui déjà est très anxiogène. Enfin, bon, les témoignages de nos prédécesseurs nous le rappellent aussi. On est dans un monde... Vous le connaissez ce terme, un VICA, volatile, incontrôlable, inconfortable et incertain. Donc c'est compliqué dans un monde. Quand on regarde d'ailleurs volatile, ambigu, incontrôlable et incertain, on regarde, c'était un terme qui était utilisé dans les années 90
par l'armée américaine pour désigner des théâtres d'intervention dans le monde qui étaient justement particulièrement difficiles. Aujourd'hui, on applique ce mot-là à l'ensemble du monde. Le monde est volatile, incertain, ambigu, complexe. Et du coup, forcément, il y a de l'inquiétude. Hein, on en a parlé, les générations sont très inquiètes. Mais même nous, hein, il suffit d'ouvrir les informations et on est inquiet. Hein. Il suffit de regarder les réseaux sociaux et on a des informations qui nous inquiètent. Donc on est abreuvé d'émotions négatives. Et ne pas pouvoir débriefer avec les autres, ne pas pouvoir échanger, je les garde. Mais quand je les garde, je les rumine. Et quand je les rumine, je fais comme les ruminants, je produis quoi? De la pression, du gaz. Et en fait, ça augmente la pression, alors que le fait d'en parler diminue la pression. Donc, deuxième forme de soutien dont je me prive, c'est que je n'ai pas la possibilité de pouvoir débriefer. Troisième forme de soutien très importante, c'est le soutien évaluatif. On a besoin d'avoir des retours positifs sur ce que l'on fait. Quand mon manager ne voit pas mon travail, quand il me parle simplement on a des réunions pour parler, je n'ai pas de retour sur ce que je fais. J'ai aucun retour ni de mes pairs qui ne me voient pas travailler, ni de mon manager. Donc, la réaction des gens qui sont un peu impliqués dans l'entreprise, c'est d'essayer de répondre le plus vite possible à toutes les demandes, de répondre parfois en dehors des horaires, le soir tard, le week-end, la nuit, juste pour en fait mettre en scène leur investissement à l'entreprise, leur attachement. C'est le seul moyen qu'ils ont de montrer qu'ils sont très investis. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, et vous l'avez peut-être vécu, avec des gens qui n'ont plus de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Il n'y a plus de sas de décompression et je vais travailler très tard et j'amplifie mon horaire de travail parce que j'ai besoin qu'on voit que je suis impliqué. Quand on me voyait tous les jours, on le voyait dans ma manière de travailler. Mais là, comme on ne me voit pas comme je travaille, il n'y a que le fait de faire des horaires à allonge et de pouvoir montrer que j'ai répondu immédiatement, que je suis hyper connecté, qui va rassurer. Et dernière forme de soutien, c'est le soutien matériel, c'est le coup de main. Donc avoir des moyens, avoir des outils. Quand on est à distance, le coup de main, il est parfois difficile. Hein. On n'a pas forcément toujours... Alors, l'entreprise a fait l'effort d'outiller les collaborateurs qui pouvaient être en télétravail avec des outils numériques adaptés. Mais je peux me retrouver face à une difficulté, j'aurais besoin d'un coup de main et je ne peux pas aller dans le bureau d'à côté pour demander de l'aide. Donc, une des manières de pallier à ces différentes difficultés qu'on a identifiées très clairement, c'est de limiter le télétravail à 2 jours par semaine, 3 maximum. On sait que la motivation diminue ensuite. C'est-à-dire qu'on a un effet booster sur la motivation entre 1 et 2 jours. À 3, on est à un palier. Et au-delà, hop, il y a une chute très forte. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante. C'est qu'il faut aider les gens à développer leur écologie personnelle, donc à être attentifs à leur propre bien-être. Et la troisième chose, il faut former les managers à une forme de management hybride. Des jours, je les vois, des jours, je ne les vois pas. Comment je fais? Parce qu'il y a beaucoup de managers qui estiment que quand ils ne voient pas l'effort du travail ou quand les signes du travail ne sont pas visibles, il n'y a pas de travail. Donc, ils sont un peu dans l'hyper-contrôle. D'ailleurs, au début, ils ont tous été hyper connectés. Ça va, ils appelaient tout le temps, ils voulaient prendre des nouvelles parce que je ne vois pas si mes collaborateurs travaillent. Et donc, je peux être dans un réflexe de contrôle et donc qui n'est pas très parlant pour la confiance. Et donc, les collaborateurs se trouvent un peu surveillés, fliqués. Et ça détruit. Hein. Ça détruit la relation managériale. Donc il y a cet enjeu de parler de la confiance entre nous. De quoi j'ai besoin en tant que manager, en tant que dirigeant, pour m'assurer que j'ai confiance dans mes collaborateurs, même quand je ne les vois pas. La confiance, juste je termine là-dessus, c'est comme l'amour, ça n'existe pas. Pardon, j'ai peut-être cassé des rêves. Merde, l'amour n'existe pas. Non, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de confiance, il n'y a que des preuves de confiance. De quoi j'ai besoin, moi, quand je ne vois pas les gens avec qui je travaille, pour leur faire confiance? Et qu'est-ce qu'ils attendent de moi en tant que dirigeant ou en tant que manager qui leur montrera que je leur fais confiance? C'est quoi les preuves que je peux leur donner pour leur montrer que j'ai confiance en eux? C'est des questions qu'il faut se poser, et je pense que c'est des questions qu'il faut poser avec les collaborateurs. Il y a une vraie réflexion à mener autour de ça, parce que ça change totalement le modèle managérial dans lequel on est. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les recettes, justement, pour essayer d'améliorer ce bien-être des personnes qui sont en télétravail? Alors, il y a effectivement l'enjeu, il y a un premier enjeu, c'est que quand ils viennent sur site, il faut être disponible en tant que dirigeant, en tant que manager, pour pouvoir les voir. Il faut organiser, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, vous voyez, il y a des temps où vous êtes très sage, vous écoutez patiemment, etc. Puis il y a des temps où vous vous levez, vous allez discuter, vous allez faire de l'informel, et ces temps sont importants, et heureusement qu'on les a prévus. Vous ne supporteriez pas d'avoir passé toute la journée à écouter des gens qui vous parlent. Eh bien, dans les journées où on est présent, il faut faire ça. Comme dans les journées ouvertes, il faut se dire, tiens, je vais bloquer des temps pour de l'informel.
Je vais faire de la sérendipité, je vais me promener, je vais tomber sur des gens avec qui j'ai discuté, que je n'ai pas vu depuis un petit moment, parce qu'ils n'ont pas les mêmes jours de télétravail que moi, et donc si on ne se voit pas, on ne se voit jamais. Donc il faut repenser en fait le télétravail à l'aune de qu'est-ce que je modifie dans ma manière d'être sur place. Et aussi, il faut motiver les gens à venir sur place. Si je viens et puis que mon manager, mon patron est toute la journée, lui, en réunion et que je ne le vois pas, je me dis, mais j'aurais mieux fait de rester chez moi. Je suis venu exprès pour le voir, j'ai vu sa tête 2 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser pour faire en sorte que les gens trouvent sur place ce qu'ils sont venus chercher. Des échanges informels, de la convivialité, le sentiment d'appartenance à un groupe, et puis aussi pour construire des savoirs et des savoir-faire ensemble. On ne les construit pas tout seul. Donc il faut des moments de brainstorming, de construction, toutes les choses que vous voulez inventer, disruptives, toutes les nouveautés, il faut les construire à plusieurs. L'intelligence collective, elle ne se fait pas derrière un écran, hein. L'écran, ça bloque les échanges. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, il faut aussi dire aux gens, il y a le droit à la déconnexion. Quand tu es en télétravail, il faut que tu t'autorises. Alors il y a des choses toutes simples. D'abord, surveiller, en tout cas les inviter à être attentifs à leur sommeil. Notre capacité à être efficace, c'est notre capacité à nous reposer. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de dormir 7 heures par nuit. Et une bonne manière de récupérer, c'est d'éviter d'être connecté juste avant de se coucher. Il y a beaucoup de gens qui, avant de se coucher, vous peut-être, vous regardez vos mails sur votre téléphone. Puis le matin, la première chose qu'on fait, regardons les mails. Alors je ne suis pas sûr en termes de qualité de sommeil. Il y a un truc qui est vachement bien, il y a un truc ancien qui s'appelait le livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est très 20e siècle. Hein. C'est un truc, c'est une couverture, il y a des pages en papier à l'intérieur. C'est pas très Covid, on lèche son doigt parfois pour tourner les pages. Bon. Mais vous lisez quelques pages avant de vous endormir, vous allez voir la qualité du sommeil n'a rien à voir. Et en plus, accessoirement, ça fait vivre les libraires, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, évitez le soir, faites des vrais digital detox. En télétravail, il faut inviter les gens aussi à avoir des vrais repas. Souvent, ils sont bien. Là. Quand ils viennent à la cantine, c'est facile, j'ai pas le repas à faire. Quand je suis chez moi, j'ouvre le frigo, un morceau de pain, puis un bout de fromage. Voilà, je mange très mal quand je suis chez moi. Et fais une vraie pause, et puis prends le temps de cuisiner. C'est une manière aussi de déconnecter. Et puis, il y a avoir la possibilité de créer des moments d'échange informels avec mes collègues, peut-être digitaux, si j'arrive pas à les voir. Mais s'il y a quelqu'un que j'ai pas vu depuis un petit moment, je lui fixe un rendez-vous, je dis tiens, on va déjeuner ensemble, on va déjeuner ensemble peut-être à distance, mais au moins on ne va pas parler boulot, histoire d'entretenir le lien de la relation. 4e levier très important, il faut pratiquer du sport. On est en train de devenir des animaux qui sommes assis toute la journée. Hein. Je veux dire, entre le temps que l'on passe devant son écran, le temps que l'on passe sur Netflix le soir, enfin je veux dire, l'activité physique, pourquoi elle a un intérêt ? Parce qu'elle déverse dans le corps des endorphines. Noradrénaline, sérotonine, dopamine, qui participent au bien-être. Il y a des fois où on va nager, on va courir, on va sous cours de danse, on a pas envie, fatigué. Et puis en sortant, on se dit quoi ? Ah, ça m'a fait du bien. Eh bien, il faut garder ça. Hein. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis la reprise, n'ont pas repris, en fait, leur activité physique. Et puis la dernière chose, il faut s'octroyer dans la journée des vrais moments de pause. Ne croyez pas qu'on est efficace en travaillant tout le temps. En fait, notre cerveau, il a besoin de se préparer, de se concentrer, d'apprendre à rester concentré, ensuite de déconnecter et de récupérer. Et il faut faire des phases. Donc, dans la journée, il y a des pauses, je pose mon téléphone et je fais autre chose pendant 5-10 minutes. Comme on le fait en présentiel, quand je vais prendre un café avec un collègue, tiens, tu as 10 minutes, on va prendre un café, voilà. Ou quand le matin, j'arrive. Ces moments de pause sont indispensables pour que, intellectuellement, vous puissiez, et physiquement, travailler en performance sur le long terme. C'est un devoir pour les entreprises de s'intéresser de très près à ce bien-être au travail, à cette ergonomie. Alors, il y a l'obligation légale de faire de la prévention des risques psychosociaux, il y a l'obligation de préserver la santé physique, mentale et le bien-être de ses collaborateurs. Mais là, on va au-delà. Voilà. Et au-delà, la question, elle se pose, est-ce que quand ils sont en télétravail, j'ai la responsabilité de préserver leur santé ? Dans les ordonnances Macron de 2017, on a enlevé l'obligation, par exemple, de devoir payer l'électricité quand les gens sont en télétravail. C'est enlevé. On a simplifié les choses pour que le télétravail se mette en place beaucoup plus facilement. Donc il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de donner une prime ou une aide financière pour que les gens s'installent. Maintenant, n'oubliez pas que le télétravail, ça crée beaucoup d'inéquité entre les gens. On n'est pas tous égaux quand on travaille de chez soi. Quand on est dans l'entreprise, on a à peu près tous les mêmes conditions pour travailler. Mais il y a des gens qui sont dans des tout petits appartements, qui n'ont pas de bureau pour eux, qui font du télétravail sur une chaise en plastique dans la cuisine. Et donc, il y a quand même un risque
qui n'est pas négligeable. Donc, à partir du moment où l'entreprise s'intéresse à la qualité de vie au travail, dans la qualité de vie au travail, il y a effectivement les conditions de travail, chaleur, luminosité, ergonomie. Eh bien, elle peut se poser la question de est-ce que je dois donner une prime pour que les gens s'équipent avec un fauteuil correct, un bureau, peut-être un écran plus large quand ils travaillent. Il n'y a pas d'obligation de le faire, mais je pense que ça participe beaucoup aussi à l'attachement qu'on peut avoir à une entreprise, au fait qu'elle s'intéresse aussi à dans quelles conditions je travaille, ou à minima poser la question. Après, vous avez l'exemple, j'ai envie de dire, extrême, c'est Boursorama, qui en 2020 a proposé pour une partie de ses salariés d'être à 90% en télétravail. Ça veut dire qu'ils travaillent tous les jours en télétravail, sauf 2 jours par mois, où tout le monde vient sur le site. C'est pas obligatoire, mais alors ce qu'ils ont proposé, de payer les nuits d'hôtel et les trajets pour venir les 2 jours sur le site, de donner une prime, enfin une indemnité, on va dire, journalière pour payer les frais supplémentaires du télétravail, de donner une aide financière pour acheter un fauteuil, un écran, un bureau, et de fournir les tickets restaurants même quand les gens sont en télétravail. Eh bien, 1 an plus tard, 97% des gens en question ont accepté ce modèle-là. Donc on voit bien que ça aide aussi, et ça participe aussi évidemment au bien-être. On se rend compte donc avec toutes ces crises successives que l'entreprise a quand même un vrai rôle dans la création de liens sociaux. Comment pérenniser donc ce lien avec ces travailleurs à distance ? C'est très clair, on voit très bien que les introvertis, le télétravail, ça leur va très bien. J'ai plus besoin de m'exposer, parce que pour l'introverti, ce qui est difficile, c'est le regard des autres. Ah, ils viennent me parler, il va falloir que je réponde. Il faut que je prenne un café avec mes collègues, il va falloir que je leur dise un truc sympa, je ne sais pas quoi leur dire. Donc ça leur va très très bien. Et puis, vous avez tous les extravertis qui ont besoin de Ils viennent au boulot parce que la première chose qui les motive, c'est le rapport à l'autre. Dans la motivation intrinsèque, on a le lien social, le contact à l'autre, qui est un des piliers. Et donc, comment est-ce qu'on va garder ça ? Il va falloir créer, j'ai envie de dire, des sujets transverses sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble. Pour pas que je travaille tout seul, créer des moments de célébration. Alors, c'est pas célébrer les réussites, c'est déjà célébrer les étapes des réussites. Quand on célèbre de moins en moins dans l'entreprise. Moi, à mon époque, je me souviens, il y avait toujours l'occasion d'un pot de départ pour quelqu'un, on fêtait quelque chose, enfin, il y avait toujours une occasion pour faire la fête. Aujourd'hui, alors bon, il y a eu les distanciations sociales, etc. Boire un coup ensemble, bon là, vous l'avez fait, moi pas encore, mais j'attends, après je m'éteindrai. Mais on a peu l'occasion de se retrouver finalement tous ensemble pour célébrer des choses. Et on en a besoin. Donc il faut créer des occasions. Il va falloir multiplier et inventer des manières en fait, de se retrouver autour de thèmes différents. Ça peut être des thèmes aussi d'apprentissage nouveau, des thèmes de réflexion, de co-construction, de partage, qui vont en fait recréer ce lien social et ce sentiment d'appartenance. Parce que une des difficultés du télétravail, c'est que se délite petit à petit le sentiment d'appartenance. Je n'ai pas l'impression finalement d'appartenir à un groupe. La plupart du temps, je suis tout seul. Donc il faut recréer ce sentiment d'appartenance qui est très important et qui crée l'attachement aussi à l'entreprise.